Bonjour, Madame Joly. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ministre responsable du développement économique et des langues officielles du Canada, mais aujourd'hui, c'est vraiment une ministre du cabinet au gouvernement fédéral dans cette période de crise, responsable du développement économique, donc de Développement économique Canada, l'Agence pour le Québec. On va avoir quelques questions, quelques échanges ensemble. Encore une fois, merci beaucoup, c'est très important. Bien, merci Michel d'avoir pris l'initiative de lancer justement ce webinaire-là. Ça me fait plaisir de répondre à tes questions. Le but, bien entendu, c'est de rassurer les gens, donner confiance malgré le fait qu'on vit tous une situation difficile, puis en même temps, bien, vraiment transmettre l'information pour qu'au final, les gens trouvent les différentes ressources qui sont à leur disposition. Peut-être une question générale qui est sur toutes les lèvres. Comment vous traitez la situation au gouvernement fédéral? Comment vous organisez les ministres en ce moment dans cette période de crise? J'imagine que vous ne vous rencontrez pas tous ensemble dans la même salle. Comment ça se passe? Ben, en fait, déjà au mois de janvier, on avait déjà vu qu'est-ce qui se passait en Chine, puis on suivait de près l'évolution du virus. Et donc, à l'époque, c'était vraiment plus le ministère de la Santé qui faisait le suivi. Et puis, il y avait les ministres de la Santé du G7 qui se parlaient à chaque semaine. Et là, il y a eu une évolution au cours du mois de février. Et début mars, le premier ministre a décidé de créer un comité COVID-19 sur lequel je siège avec mes collègues. Enfin, on est 10 à faire partie de ce comité-là. Et on se rencontre plusieurs fois par semaine et on travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et aussi avec tous les autres collègues qui peuvent être interpellés, mais des fois qui ne sont pas sur le comité. Le comité, dans le fond, est mené par la vice-première ministre Chrystia Freeland. Et donc, tous les enjeux, autant vraiment liés au risque sanitaire, donc à la santé, mais aussi économiques, sont gérés via ce comité-là. Et on a plusieurs cabinets aussi par semaine où tous les ministres au téléphone ou des fois, dans le fond, à Ottawa, où je suis présentement, se rencontrent pour justement entériner les différentes suggestions, recommandations du comité. Madame la ministre, moi, je peux vous dire et le dire à tout le monde qui nous écoute, on était à plusieurs reprises en relation et je veux rendre hommage des ministres, je pense, fédéraux, provinciaux également, se rendent très disponibles. Mais je vais vous demander un exercice un peu périlleux. On a vu le président Trump, quand il s'est fait poser la question, comment vous jugez votre réponse? Il a dit, nous, on se donne 10 sur 10. Si je vous demandais comment vous évaluez à ce moment-ci la réponse des gouvernements, peut-être le vôtre et les gouvernements provinciaux dans cette crise? Bien, on est dans une situation imparfaite. Et donc, on a des options parfois qui nous sont proposées qui sont imparfaites. Mais en même temps, je pense qu'on est au pied de guerre pour répondre aux besoins. Si on regarde de façon générale, juste au niveau macro, il y a une grande majorité de la planète qui est en confinement présentement. Il y a tous les pays du G7 sont en confinement, donc ça a un impact économique important. Et au même moment, bien, nous, on doit vraiment diminuer massivement les risques sanitaires. Et là, c'est vraiment les provinces qui sont sur la ligne de front. Je pense que M. Legault et son équipe font de l'excellent travail. D'ailleurs, je lui lève mon chapeau. Puis en même temps, bien, on est dans une fédération où les provinces n'agissent pas toutes de la même façon au même moment. Donc, nous, au fédéral, on essaie d'amener un petit peu plus une approche globale pour aussi être en mesure de gérer certaines provinces qui sont peut-être parfois qui ont plus de défis en termes de ressources que les grandes provinces comme Québec, Ontario et Colombie-Britannique, par exemple. Donc, voilà, je pense au niveau économique, c'est beaucoup le gouvernement fédéral au niveau du système bancaire, au niveau du fait d'assurer des liquidités dans le système. Et ben, je travaille aussi beaucoup avec le ministre Fitzgibbon, avec lequel je m'entends très bien à Québec au niveau du développement économique. Vous l'avez évoqué, vous avez votre comité d'urgence et vous avez parlé, là, il y a une urgence sanitaire, il y a une urgence économique. Moi, je ne vous cacherai pas que dans le milieu des affaires, il y a eu énormément de soutien à tout ce qui était nécessaire pour répondre à l'urgence sanitaire. Mais là, présentement, il y a l'impression qu'on doit se pencher très profondément, de façon très sensible à l'urgence économique. Comment vous portez ça avec vos collègues, l'importance de l'urgence économique? Avez-vous l'impression que c'est aussi considéré que l'urgence sanitaire? Oui, les deux vont de pair.
Mais c'est sûr qu'au départ, le but, c'était de vraiment diminuer les risques sanitaires. Si on regarde, là, le patient numéro 1 au Canada, là, la première personne qui était atteinte de COVID-19, quand elle est arrivée au Canada, elle est arrivée avant le patient numéro 1 en Italie. Et on a été capable, à cause de notre système de santé public fort, de l'identifier. Puis on l'a identifié en Colombie-Britannique, on l'a identifié un petit peu partout, dans le fond, au Québec, etc. Le patient numéro 1 en Italie a eu le temps de contaminer 600 personnes avant d'être identifié. Donc ça, je pense qu'on a fait un bon boulot. Et ça a fait en sorte que peu à peu, les mesures de confinement là qu'on prend vont avoir un impact pour diminuer l'impact du virus. Maintenant, pour répondre à ta question directe, Michel, c'est sûr qu'au niveau économique, plus les mesures de confinement sont fortes, plus ça a des impacts économiques. Et ça, on en est conscient. Donc, pour que personne soit oublié dans le système, on est arrivé avec l'assurance-emploi et la fameuse allocation là, pour soins d'urgence. Pourquoi le gouvernement fédéral est arrivé avec ça? C'est parce qu'on n'a pas le temps de créer des nouveaux programmes à ce stade-ci. On a des fonctionnaires en télétravail, on veut être efficace. Donc, on utilise les mesures, les outils qu'on a pour envoyer l'argent le plus rapidement au monde et que personne tombe dans les cracks du système. Donc, on a étendu massivement le filet social. Et là aussi, on aide nos entreprises, nos PME avec une série de mesures. Et là, ça me fait plaisir de t'en parler. Mais très certainement, on est très conscient qu'il y a une urgence économique. On reviendra un peu sur les éléments de la réponse pour les employés, les travailleurs et les entreprises. Peut-être juste vous entendre un petit peu sur l'interprovincial. C'est une responsabilité fédérale en grande partie. Dans le milieu des affaires ici, quand on m'en a parlé, on a parlé de l'importance d'être bien harmonisé avec l'Ontario. Je pense que présentement, les décisions maintenant, en tout cas de récemment, sont très harmonisées. Comment vous voyez ça au niveau fédéral, le rôle que vous devez jouer pour que ça soit une approche assez uniformisée à travers le pays? Comment vous abordez cette question-là? Mais c'est sûr qu'on a des conversations avec les premiers ministres des provinces. Le premier ministre Trudeau a des conversations avec ses homologues. Et le plus important, c'est d'être dans les définitions. Qu'est-ce qu'un service essentiel? Comment on est capable aussi d'harmoniser ça avec même notre propre définition de qu'est-ce qu'un voyage essentiel aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Donc, ça, c'est des choses qu'on essaie de mettre en place présentement pour qu'il y ait une plus grande uniformité. Aussi, on essaie de travailler au niveau de la santé pour savoir comment on est capable d'avoir le plus de données possible au fédéral pour voir l'évolution du virus partout à travers le pays. Ça nous aide. Et puis, on travaille aussi avec tous les ministres des Finances pour avoir l'information sur qu'est-ce qu'ils voient sur leurs données économiques. Donc, on fait beaucoup de travail, en anglais, je dirais de modeling, d'être capable de trouver les données pour arriver avec des modèles où après, ça va nous aider à prendre des bonnes décisions politiques. Arrivons peut-être maintenant plus dans le détail de l'aide que vous avez décidé de fournir. Il y a eu d'abord une série d'annonces la semaine dernière, c'était pour aider les entreprises, notamment au niveau des liquidités. Vous avez pris plusieurs mesures avec aussi la Banque du Canada au niveau des taux d'intérêt. Les banques ont accès à plus de liquidités pour soutenir les entreprises. Ce que j'entends parler, c'est quand même, il y a des secteurs plus touchés que d'autres. Il y a des entreprises, évidemment, dans tout le secteur de la restauration, on le voit très bien, mais maintenant, c'est le commerce de détail. Avez-vous l'impression que ça va nous prendre une approche qui prend en considération les difficultés dans certains secteurs? J'imagine qu'Air Canada, Transat, les compagnies aériennes vont réclamer peut-être une réponse un peu comme aux États-Unis, on vient de voir avec des propositions pour le secteur aérien. Comment vous abordez les différents secteurs économiques? Au départ, on a voulu avoir une approche macro parce qu'on savait qu'il y avait un enjeu de déplacement de demande, alors que essentiellement, il y a plusieurs entreprises qui allaient être en mesure de vendre, disons, dans le domaine du détail, de vendre certaines fournitures de bureaux, par exemple,
dans 3 mois, mais peut-être pas là. Donc, comment on est capable d'avoir les liquidités nécessaires pour les aider à passer au travers ces quelques mois où essentiellement, il n'y aura pas de revenus. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est, bon, la Banque du Canada, comme vous l'avez dit, a diminué son taux directeur d'un point. On a travaillé avec les banques, on a changé la réglementation pour qu'il y ait 300 milliards de dollars libérés et que nos banques puissent vraiment prendre plus de risques parce que les risques, on les mettait maintenant au niveau sur le dos du fédéral. Et puis aussi que la BDC avait accès à 10 milliards de dollars de financement et EDC pour les entreprises qui font de l'exportation. Ça a été notre base où essentiellement, notre but, c'était de libérer des liquidités, assurer que les cash flows des entreprises, dans le fond, les flux de trésorerie soient dans un meilleur état. Et puis, au même moment, comme je le disais, on a étendu massivement le filet social. Après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu aider aussi nos PME. On est arrivé avec une subvention à la masse salariale de 10 jusqu'à concurrence de 25 000. On a poussé aussi les ententes de télépartage, travail-partage, pardon, au niveau de l'assurance-emploi. Et puis, on a voulu aussi vraiment remettre à plus tard le paiement des impôts corporatifs. Donc, on peut attendre maintenant jusqu'au mois d'août pour payer ces impôts corporatifs. Donc, ça fait en sorte essentiellement de laisser plus d'argent dans les poches des entreprises. Ça, c'était notre approche, sachant qu'il y a d'autres secteurs qui sont plus impactés que d'autres. Et étant ministre en charge aussi du tourisme, je peux vous dire que le secteur du tourisme est un peu comme le canari dans la mine, parce qu'on le savait, on l'a vu venir quelques mois avant que, dans le fond, il allait avoir des impacts économiques immenses. Et donc, c'est pour ça qu'il y a certains secteurs qui sont plus touchés et qu'on a des bonnes conversations à l'interne de savoir comment on va pouvoir arriver avec des options pour ces secteurs-là. Je peux pas m'empêcher, comme président d'une chambre de commerce de Montréal, de vous demander, gardez-vous de l'argent dans vos poches pour soutenir la relance de nos festivals, la relance de tous nos événements. Après avoir autant frôlé la maladie, peut-être qu'on va vouloir célébrer la vie de la santé. Il va-t-il y avoir de l'argent pour ça? C'est sûr qu'il va y avoir un stimulus économique après. Quand on regarde ce qui avait été fait pour SARS, à l'époque, à Toronto, il y avait du travail qui avait été fait justement pour le secteur touristique. J'ai eu des bonnes conversations avec Yves Lalumière de Tourisme Montréal, avec Manuela Goya aussi même avec des différents PDG jusqu'à Jacques Primo d'Invenco. Je suis très, très consciente en tant qu'ancienne ministre du patrimoine de l'importance de nos festivals, puis du secteur culturel, puis c'est sûr qu'on va être là. Parfait. On va vous dire. Je reviens juste pour. Vous avez parlé des programmes que vous avez annoncés là, pour aider les entreprises. Nous, de la Chambre, on consulte beaucoup puis on sonde les entreprises. J'imagine qu'au gouvernement, vous allez aussi vouloir voir si les banques libèrent ces liquidités pour les entreprises. Vous allez faire le suivi sur l'efficacité des mesures? Bien, Michel, ça, c'est la grande question. Et présentement, nous, notre objectif, c'est que les banques libèrent le crédit. Très certainement, le ministre des Finances est saisi de cette question-là. Il faut absolument que, alors que les 6 présidents des banques à charte se sont engagés à libérer plus de crédit, que la machine au sein des banques soit en mesure de livrer ce que leur PDG leur a dit de faire. Et nous, on regarde ça de près parce que nos mesures ne peuvent pas fonctionner si on n'a pas la collaboration des banques et ils ont l'obligation, je dirais même morale, de libérer du crédit dans un contexte où le crédit est vraiment, vraiment en demande. Et donc, c'est pour ça que au final, on a beaucoup de conversations à savoir comment on est capable d'aider nos entreprises, nos entrepreneurs. Et j'espère que la Chambre sera capable de nous donner aussi un petit peu ses préoccupations, son feedback sur qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Donc, j'espère qu'on va pouvoir continuer à travailler ensemble. De point de vue anecdotique, parce qu'on n'a pas encore des grands nombres, les entreprises à qui on a parlé nous indiquent que les banques se sont montrées très souples jusqu'ici. Évidemment, on va voir parce que peut-être qu'il y a d'autres cas qu'on va connaître au cours des prochains jours. On vous en fera part. Basculons dans ce qui vient d'être annoncé. Vous l'avez vu, j'ai été assez présent dans les médias. Il y avait une grande inquiétude sur les capacités de l'assurance-emploi de répondre à la montagne de demandes. On parlait d'1 million en quelques jours la semaine dernière.
possiblement un autre million cette semaine de demandes additionnelles. Et donc, on tirait une sonnette d'alarme sur le fait que, en fait, les gens qui sont des spécialistes de la chose nous disaient, même avec la meilleure volonté du monde, même avec la détermination que le gouvernement peut avoir, l'assurance chômage n'y arrivera pas. On réclamait une solution qui était de passer par les entreprises, donc on appelle ça de la subvention salariale. Vous avez annoncé hier quelque chose qui est différent, puis on reviendra sur la subvention salariale, mais vous avez annoncé cette prestation d'urgence. Peut-être juste pour rappeler à tout le monde qui nous écoute un peu les modalités de ce que vous avez en tête, puis pourquoi vous avez pris cette voie-là, puis aussi pourquoi vous pensez que ça va marcher au niveau logistique. Mais en fait, comme je l'ai dit tantôt, on a besoin d'utiliser les programmes existants. On doit être capable de passer par les canaux qu'on a déjà au niveau fédéral. Et ce qu'on a comme canaux disponibles pour nous, c'est l'assurance-emploi. Et c'est pour ça que on a décidé d'avoir une approche très simple où essentiellement, on est capable de toucher le plus de Canadiens possible au même moment. Et ça, c'est l'assurance-emploi. Le fédéral, on n'a pas le temps à ce stade-ci de faire de la personnalisation de transactions, c'est-à-dire de s'adapter à chacune des réalités des entreprises et des gens partout à travers le pays. Il faut qu'on soit capable de libérer l'argent le plus rapidement possible parce que les gens doivent payer leur loyer, leur hypothèque et mettre de la nourriture sur la table. L'autre chose aussi, c'est que on a une approche qui est essentiellement basée sur le fait qu'on donne de l'argent aux gens. Si on se met à faire des subventions sur la masse salariale, on doit être en mesure de trouver comment on le fait avec les mécanismes existants. Je ne dis pas qu'on ne le fera pas, mais on est en explorer toutes les options présentement. Ce qui était essentiellement, ce que j'ai entendu beaucoup de la part du milieu des affaires, c'est comment on est capable de maintenir les liens d'emploi. Comment on est capable de garder notre main-d'œuvre malgré le fait qu'on n'a pas de salaire à leur donner. Mais ce qu'on a annoncé hier répond à ça. Une entreprise qui ne verse plus de salaire à ses employés peut maintenir le lien d'emploi et en même temps qu'on leur envoie cette fameuse allocation pour soins d'urgence-là. Donc, les employés qui n'ont plus de salaire, mais ont encore un emploi avec une entreprise, vont pouvoir avoir leurs 2 000 $. Et donc, les couvertures des fois d'assurance, les bénéfices que les employés ont de leurs employeurs vont pouvoir être maintenus. Donc, ça, c'est une nouveauté et ça, je pense que ça répond beaucoup à la préoccupation du milieu des affaires et pourquoi on nous demandait beaucoup des subventions à la masse salariale plutôt que l'allocation, parce qu'on voulait garder le lien d'emploi. Maintenant, c'est fait, donc on a répondu à une des demandes du milieu des affaires. Aussi, l'autre chose, j'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Toutes les demandes depuis le 15 mars vont pouvoir être éligibles à cette fameuse allocation. Donc, il y a une certaine rétroactivité depuis le 15 mars. Et puis, l'objectif, c'est qu'on va prendre les demandes à partir du 6 avril et à ce moment-là, l'objectif, c'est d'être capable de livrer les transferts de paiement ou les chèques 10 jours plus tard. Donc, on sait que le temps est précieux, que le temps, c'est de l'argent. C'est vraiment... C'est un bon dicton présentement. Et donc, on est vraiment en train de déployer tous les efforts nécessaires au sein de la fonction publique fédérale pour livrer la marchandise. Et donc, je vous mets les mots dans la bouche parce que j'ai l'impression que c'est ce que vous nous dites tous, les ministres. Vous avez confiance que l'Agence du revenu est capable, elle, à travers ses mécanismes, ses protocoles d'intervention, de livrer ça, cette masse-là, très rapidement. L'Agence du revenu est habituée de gérer un nombre maximal de transactions par année à cause du fait que, bon, ils gèrent tous les impôts personnels et corporatifs. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé, c'est une première, le gouvernement fédéral, on a décidé de dire, bon, ben, on passe par l'Agence du revenu, puis ça va être plus facile comme ça. Parfait. Une question qui est survenue très rapidement hier soir, c'est 2 000 $. Pour certains Canadiens, c'est peut-être beaucoup d'argent. Pour beaucoup de Canadiens, c'est très peu. Puis quand on regarde les mécanismes en Europe et dans d'autres juridictions, justement, de subventions salariales, les montants sont nettement plus élevés.
On voit des montants qui vont à 4 000 5 000 par mois. Est-ce que vous avez l'impression que c'est suffisant, 2 000 compte tenu de tous les gens qui perdent leur emploi? Alors, on parle de gens qui sont souvent dans des étapes de leur carrière où, naturellement, ils gagnent un peu plus que les salaires d'entrée. On ne fait pas que envoyer le 2 000 par mois. On a décidé de bonifier aussi les allocations canadiennes pour enfants de 300 par enfant. Ça, c'est une chose. On a décidé aussi de faire des crédits de TPS. Ça fait en sorte justement qu'on va pouvoir aider, dans le fond, les gens à avoir accès à plus d'argent. On a diminué aussi les prêts étudiants. Donc, les prêts étudiants, l'obligation de remboursement, on l'a diminué de 25 %. Puis, on a même diminué l'obligation pour les aînés, les retraités, de retirer leur REER par année. Il y a des obligations. On a diminué de 25 % cette obligation de retrait-là. Mais, comme je vous dis, toutes les options sont encore sur la table. Ça, c'est un début. Le but de tout ce qu'on a fait depuis maintenant à peine une semaine, ça a été de stabiliser notre économie, sachant qu'il y a encore des domaines où on doit agir, sachant que les mesures de confinement se sont accélérées. Donc, nous aussi, au niveau économique, on doit réagir encore plus rapidement et sachant que on doit être capable aussi de rassurer les gens parce qu'au final, on ne veut pas sortir de cette crise-là avec une augmentation des inégalités au pays. On va être capable d'assurer qu'il y ait une bonne cohésion sociale, que les gens aient confiance. Et je pense que c'est mon message, Michel, à tes membres, à toi et à tout le monde qui nous écoute, c'est qu'on va passer au travers. Il faut se faire confiance, puis on a tous une obligation morale de s'entraider présentement. Donc, si vous êtes un employeur, essayez de faire le maximum possible pour garder vos employés. Essayez de les réconforter et nous, on va être là aussi pour vous aider. Si vous avez des bonnes idées, n'hésitez pas à contacter votre gouvernement. Moi, je suis là pour vous aider, mes collègues aussi. Et plus que jamais, la Chambre de commerce, elle est importante parce que c'est notre façon de communiquer avec vos membres. Puis, plus vous êtes organisés, puis vous arrivez avec vos intérêts, bien, nous, après, on peut réagir, puis on est capable d'aller de l'avant avec des solutions. Écoutez, je retiens d'abord le message positif et c'est clair que c'est un message qu'on porte nous aussi. Présentement, on est dans la réaction à l'urgence. Éventuellement, on sera aussi dans des discussions sur la relance, comment on doit s'y préparer. On a parlé un peu tout à l'heure rapidement de remettre Montréal dans ses festivals et dans sa culture. Je veux attirer l'attention parce qu'il y a des gens qui nous écoutent que la Chambre est très active pour communiquer avec toute la base d'affaires. On a une infolettre. On a aussi des nouveaux mécanismes. Si des gens nous écoutent et qui veulent continuer de réseauter, on a maintenant des groupes qui peuvent réseauter en ligne. On organise cette réponse. Et je reviens sur votre suggestion, Madame la ministre. Si des gens qui nous écoutent ont des bonnes idées, ont des propositions à faire, vous pouvez aussi passer par nous. On va s'assurer qu'on les envoie à tous les ministres, à Mme Joly, mais à tous les autres aussi, pour s'assurer qu'on les prend en considération. On n'aura jamais vécu de notre vivant avant et possiblement, on l'espère, jamais plus de notre vivant une crise comme celle-ci. Je termine en disant, Mme la ministre, que le défi, vous l'avez dit, c'est qu'on se serre les coudes, mais le défi aussi, c'est qu'on ait un gouvernement qui est lucide, qui est transparent, qui dit les vraies choses. On regarde au sud de la frontière, puis on se dit qu'on est bien servi au Canada. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci, merci. Au plaisir de vous reparler parce que c'est sûr que ça ne sera pas la dernière fois. Merci, Mme Michel.